tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les lois de Kepler. Johann Kepler était un astronome allemand, né en 1571 et mort en 1630. Il a étudié le mouvement des planètes autour du Soleil, ce qui lui a permis d'établir 3 lois que l'on appellera les lois de Kepler. Ce sont des lois empiriques, c'est-à-dire qu'elles sont basées uniquement sur des mesures expérimentales très précises effectuées par un astronome danois, Tycho Brahe. À noter que si ces lois ont été établies pour le mouvement des planètes autour du Soleil dans un référentiel héliocentrique, on peut également les appliquer pour des satellites qui tournent autour d'un astre attracteur, comme par exemple pour étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre. On choisira alors un référentiel géocentrique. Commençons par la première loi de Kepler, également appelée loi des orbites. Grâce aux mesures très précises qui ont été réalisées de la position des différentes planètes, Kepler établit que les orbites des planètes ne sont pas tout à fait circulaires. Les planètes autour du Soleil décrivent une ellipse dont le Soleil est l'un des 2 foyers. Pour tracer une ellipse, il faut placer 2 points fixes que l'on appelle foyers. On voit ici que le Soleil occupe l'un de ces 2 foyers, tandis que l'autre, on le notera petit f. L'ellipse, c'est alors l'ensemble des points, C, tels que la distance aux 2 foyers est constante. Donc ici, la somme de la distance du Soleil au point C plus du point C au 2e foyer est une constante. La conséquence de cette loi, c'est que la distance entre une planète et le Soleil n'est pas constante au cours du temps. Le point le plus proche du Soleil sera appelé périhélie, tandis que le point le plus éloigné du Soleil sera appelé aphélie. La distance entre l'aphélie et la périhélie est appelée grand axe de l'ellipse. En pratique, ce qui nous intéressera dans ce chapitre, c'est le demi-grand axe de l'ellipse, donc la moitié de ce grand axe, que l'on notera petit a. À savoir que, à l'exception de Mercure, les orbites des planètes sont quand même quasiment circulaires. On pourra parfois faire cette approximation. Le demi-grand axe correspondra alors au rayon de la trajectoire. Intéressons-nous maintenant à la deuxième loi de Kepler, que l'on appelle également loi des airs. Le segment de droite reliant le Soleil à la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Pour illustrer cette loi, intéressons-nous au mouvement de la planète Mars autour du Soleil. Mars est représenté ici par le point M. Le Soleil occupe l'un des 2 foyers de l'orbite de Mars, comme le dit la première loi de Kepler. Le segment SM va donc balayer durant un laps de temps, disons de 50 jours, une ère qui est l'ère ici représentée en bleu, hachurée de bleu. Lorsque la planète Mars se met en mouvement, quelle que soit la position de Mars sur son orbite, durant 50 jours, elle va balayer la même ère. Cette loi a une conséquence très visible sur la vitesse de la planète. Si vous avez remarqué, on voit que la planète accélère lorsqu'elle approche du Soleil. Comment expliquer cela? Lorsque M se rapproche du Soleil, la distance SM est plus courte. Si on veut, durant ce même laps de temps de 50 jours, balayer une ère égale à celle qui était parcourue lorsque Mars était loin du Soleil, il faut nécessairement que la distance parcourue par M sur son orbite soit plus grande. Si la distance est plus grande durant un laps de temps égal, c'est que nécessairement la vitesse est plus grande. La troisième loi de Kepler, que l'on appelle loi des périodes. Donc pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution, que l'on note grand T, et le cube de la longueur A du demi-grand axe,
que je vous rappelle on note petit a, c'est égal à une constante. Donc mathématiquement, on traduit ça, t au carré sur a au cube égale constante. On montrera dans le cours que cette constante ne dépend que de la masse du Soleil. Donc t au carré sur a au cube, c'est 4pi carré sur g fois la masse du Soleil. Cette relation n'est pas à savoir par cœur, elle est à savoir établir, donc nous ferons la démonstration en classe en utilisant les lois de Newton. Donc cette relation peut, comme on peut le voir, dès lors qu'on connaît les caractéristiques du mouvement des planètes, cette relation peut nous permettre de déterminer la masse du Soleil. Mais si on l'applique au mouvement d'un satellite autour d'une des planètes, cette relation permet d'accéder à la masse de cette planète.